Merci à Clamortéré de m'avoir invité. C'est sympa. Une conférence en petit comité. Grand comité. Petit comité, non, petit comité. Il faut être honnête, mais les petits comités sont les meilleurs. Euh, c'est sans doute d'ailleurs ma dernière conf de ce type-là. Donc bravo. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien après, hein, mais simplement je fais autre chose, quoi. La relève est là. D'ailleurs, Emmanuel, je sais pas, il se cache ou il est parti. Euh, prend la suite. Donc, 3 mots pour dire que j'étais professeur des universités, donc professeur émérite maintenant, en aménagement et urbanisme touristique. En France, j'ai quasiment fondé d'ailleurs la discipline, hein, donc ça fait partie d'une section du Conseil national des universités autonome. C'est pas de la géographie, c'est aménagement et urbanisme, c'est tout à fait autonome, avec une réflexion scientifique et un processus autonome. Et j'ai travaillé sur le tourisme depuis le tout début de ma carrière, que j'ai fait d'ailleurs en collectivité territoriale et pas du tout en université. Je suis passé par les bureaux d'études privés, les collectivités territoriales et la galère, un peu comme tout le monde. Bref. Désolé, c'est un peu difficile ici au fond de vous entendre. Si je peux Ah, parler un tout petit peu plus je fort. vais essayer, mais c'est vrai que j'ai une petite voix. Très bien. Ça va mieux, Ça va mieux. chers collègues? Alors, je vais reprendre un peu ce qui a été dit tout à l'heure par Sylvia, en fait. Euh, Sylvia m'avait longuement interrogé sur un certain nombre de pistes qu'elle a développées. Du point de vue qualitatif, c'est intéressant ce qu'elle a dit. Moi, je vais plutôt développer les acquis de la recherche en vous donnant des chiffres et des certitudes. Donc, ce ne sont pas des avis que je vous donne, ce ne sont pas des opinions, ce sont des résultats publiés, certifiés, c'est-à-dire reproductibles en laboratoire, par l'ensemble des collègues mondiaux, mais essentiellement sur ces questions-là européens. Et je porterai très peu d'appréciation, volontairement, sur la question. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un avis de citoyen, mais je sépare bien ce qui est résultat de la science d'un côté, de mon opinion personnelle de l'autre. Donc si je dois donner mon opinion personnelle, je me permettrai de le préciser. Voilà. Juste une petite intro pour vous dire que on est quand même en matière touristique, parce que c'est bien de tourisme qu'il s'agit ici, c'est-à-dire de fréquentation de la montagne, globalement. Actuellement, en France, pour le moins, en grande difficulté, parce que depuis au moins 30 ans maintenant, malheureusement, il n'y a pas de planification, c'est-à-dire d'interrogation fondamentale avec des outils adaptés de recherche et de planification, donc de programmation en matière touristique, globalement. Et on a un ministère, le secrétariat d'État pour tout dire, du tourisme qui est assez peu organisé en la matière, pour des raisons de financement essentiellement. L'INSEE s'en occupait jusque dans les années 1989, et puis l'INSEE a été obligé d'abandonner ce secteur-là de son activité, ce qui fait que maintenant, tous les chiffres que je vais vous donner, mais vous verrez, il y a les références dans les diapos, et vous pouvez toujours demander le diaporama à l'organisateur s'il est d'accord, il n'y a aucun problème, c'est dans le domaine public. Vous trouverez les références assez facilement, je ne vais pas insister là-dessus. Mais ça nous met en grande difficulté d'avoir une réflexion approfondie avec une
une planification, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va en la matière, pour un secteur d'activité qui est quand même assez important, puisqu'on est à 7 ou 8% du produit intérieur brut. Bien. Ça, c'était, vous voyez, là, on est dans l'Oural. Et vous voyez que dans l'Oural, il y a des originaux qui réussissent. Alors, il est alpiniste, hein, donc il monte chez lui en rappel, enfin, il descend en rappel plus exactement. Et, peu importe. Je voudrais insister sur un certain nombre de points. Actuellement, du point de vue économique, nous sommes engagés dans un système marchand, c'est-à-dire que tout le fonctionnement de l'économie touristique actuelle, que ce soit en montagne ou ailleurs, mais aujourd'hui et ce soir c'est en montagne, est fondé sur une exploitation, entre guillemets si vous voulez, ou pas entre guillemets, des ressources naturelles et leur mise en marché, en fait, en termes de ressources touristiques. C'est-à-dire que c'est grâce à ces ressources naturelles, au paysage par exemple, qu'on attire des clients, qu'on leur permet de se recréer et qu'on en tire un bénéfice, un profit, une plus-value financière qui permet de créer de l'emploi. Bon. C'est pour ça que ce secteur est jugé comme un secteur sensible, notamment dans les zones défavorisées ou de faible densité, dans tous les territoires du monde, notamment en montagne et notamment chez nous. Et bien entendu, le tourisme de ce fait va être très fortement impacté par les modifications liées au changement climatique. Alors tout à l'heure, j'entendais Sylvie nous dire qu'on était peut-être parti sur des plus de 4 degrés à la fin du siècle. Bon, je ne vais pas revenir trop là-dessus, mais j'espère bien que non, parce qu'à mon avis, à plus 4 degrés à la fin du siècle, on sera tous morts. Hein. Voilà, c'est pas plus 4 degrés, ouais, je vais mieux bronzer, etc. Hein. Ça veut dire que ça produit de facto des modifications structurelles extrêmement fortes dans la totalité de la biosphère et de la biomasse, qui font que plus rien ne fonctionne comme avant et qu'on n'est pas sûr que la vie humaine soit encore possible sur Terre. Rien que ça. Donc, il faut faire très très attention avec les chiffres quand on les manipule. Donc, fort heureusement, pour l'instant, le plus mauvais des scénarios nous mène, le RCP 8.5, je reviendrai là-dessus, nous mène à plus 3 degrés, mais c'est déjà beaucoup trop fort. Donc par rapport à ça, on en reparlera peut-être au moment du débat. Il y a un problème de conscience collective et un problème de prise en charge de soi-même collective à faire, voilà, qui nous bloque actuellement. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de points d'interrogation dans ce que je vais vous raconter. Je suis désolé. Un scientifique ne peut qu'induire le doute parce qu'il travaille dans le doute. À partir du moment où il ne doute plus, il n'est plus scientifique. Je ne suis pas encore sorti sur un rail avec du goudron et des plumes, c'est étonnant. Toujours en petite introduction, attention, on ne prend pas en compte actuellement, dans les comptes du public ou privé, peu importe, du coût de la destruction de l'environnement à long terme. Et ça, c'est très grave, parce qu'on vous dit, le changement climatique, on va s'y adapter, mais ça coûte très cher, vous comprenez, etc. Il est bien évident entre nous tout de suite que si on ne fait rien, ça va nous coûter encore plus cher. Bon, voilà, c'est clair. Mais enfin, il faut quand même poser et rappeler la chose, parce que c'est particulièrement important. Et donc, sur le long terme, forcément, si on intégrait ces clous, à fin du siècle, par exemple, bien entendu, l'ensemble des entreprises ou des collectivités territoriales, comme ici la station des Angles, auraient déjà transformé la totalité de leur parc, en fait, de loisirs, parce que c'est comme ça que je parle des stations de ski. Pour moi, ce ne sont plus que
des parcs à thème quasiment. On reviendra là-dessus. Je vais développer mon exposé en 2 temps, si vous voulez bien. Si vous ne voulez pas, je changerai, c'est pas très grave, j'ai l'habitude. D'abord examiner ce qui se passe si on ne change rien, comme actuellement, parce qu'actuellement on ne change pas grand-chose. Et ça, c'est pas un avis personnel, c'est pas une opinion, on ne change pas grand-chose dans les faits tels qu'on les observe. C'est ce qu'on appelle le sentier de la dépendance, c'est-à-dire finalement le poids des habitudes et le poids des lobbies qui fait que la quasi-totalité des intervenants, des acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés, renouvellent finalement leur manière de faire et leur comportement économique, tout en les dénommant ou éventuellement à la marge, en faisant intervenir, mais on verra ça dans le détail, des aménagements qu'ils nomment adaptation. On reviendra là-dessus. Et on va voir ce qui se passe très très rapidement, ce qui va se passer de manière quasiment certaine. Il suffit de prolonger les courbes. En termes de planification, on sait faire ça maintenant, depuis à peu près un siècle. Ce qui va se passer si on continue comme ça, tout simplement. Et puis dans un deuxième temps, on va voir les lieux en montagne, stations de ski, mais pas seulement alpins, ou autres, ou stations de montagne au sens plus large du terme, ou villages qui ont engagé déjà un changement, un virage. On ne les verra pas toutes, j'en verrai que quelques exemples. Il y en a de plus en plus, et tous les ans. Bon, vous avez parlé tout à l'heure d'Otakam, effectivement, mais il n'y a pas qu'Otakam, il y en a partout, et maintenant il va y en avoir de plus en plus. Juste pour le paysage, en 3 mots, en France, je ne parle que de la France, on a à peu près 280 à 300 stations de ski. Dans les Pyrénées, on en a entre, selon ce qu'on compte dedans ou pas, justement, il y a les marges avec Otakam, puis Valador, ce genre de stations qui sont vraiment marginales. On en a à peu près autour de 36, on va dire ça comme ça. D'accord? Ça vous donne une petite idée. Alors, hop, je suis allé trop vite. Je reviens, je repars. Je ne sais plus où j'en suis, voilà. Donc, en première partie, quels sont les facteurs qui jouent? Je ne vais pas vous parler que du dérèglement climatique. Je vais d'abord vous barber volontairement. Je me suis dit, ça leur fera du bien, mais ça, c'est le vieux prof, vous savez. Il revient, il est sadique. Sur l'évolution des pratiques et des clientèles touristiques, parce que c'est un élément fondamental, bien entendu, du marché, qui joue, qui est lié au dérèglement climatique, mais pas seulement, et qui est un peu en amont du dérèglement climatique, et qui s'ajoute, c'est un élément explicatif, qui s'ajoute à celui du dérèglement climatique qu'on verra après, et on y associera notamment les problèmes d'énergie et de la ressource en eau, dont on ne parle pas beaucoup actuellement, et qui vont exploser dans un très proche avenir, bien entendu, y compris et surtout en montagne, et on verra pourquoi. La totalité de ces 4 facteurs-là, depuis déjà belle lurette, c'est pas nouveau ce qui se passe aujourd'hui, depuis déjà les années 1990, aussi bien dans le sud des Alpes que même dans les Alpes centrales, dans les massifs périphériques comme les Vosges, le massif central et bien entendu les Pyrénées, on a eu partout, quasiment partout, une baisse de la fréquentation et une baisse structurelle, en tout cas, des comptes d'exploitation liés à l'augmentation des charges et à la diminution des recettes. C'est assez simple à comprendre, je pense que par rapport à ça, je n'ai pas d'explication à vous donner. Petit rappel important, raccourcissement de la durée des séjours depuis 50 ans, c'est permanent, ça continue. Fractionnement des vacances, on part moins longtemps, peut-être un peu plus souvent, mais de manière beaucoup plus fragmentée, et puis une exigence accrue en termes de qualité. On parlera de l'immobilier, je suis désolé de vous
barber avec ça, mais l'immobilier, c'est extrêmement important parce que ça a apporté beaucoup d'argent, mais ça va coûter beaucoup d'argent. Voilà. Et ça produit de la friche. C'est sympathique la friche, mais c'est pas très joli à voir. On continue. Voilà quelques chiffres. Dans les dernières années, ça, ce sont des chiffres qu'en général, les médias ne vous mettent pas sous les yeux parce qu'ils ne les aiment pas. Il ne faut pas déplaire, donc tout va bien. Dans la Dépêche du Midi, tout va bien. Dans la République des Pyrénées, tout va bien. Dans l'Indépendant, côté Est, tout va très bien. La saison est fabuleuse. Sauf que les chiffres sont ce qu'ils sont. 6 millions de nuitées dans la montagne française en 4 ans. En baisse, moins 6 millions, bien sûr. Donc, forte baisse de la fréquentation. Et actuellement, depuis le dernier recensement, on a des communes très importantes, des stations de montagne très importantes qui ont déjà perdu 1% de leur population permanente, chaque année. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres. La Clusaz, moins 15%, Megève, moins 33%, Axleter, moins 10%. Pour vous dire que, du point de vue économique et social, c'est-à-dire la vie des habitants, on a tort de faire l'autruche, ça va pas si bien que ça, les nuages sont là, ils s'amoncellent, et donc les décisions, il faut les prendre, certainement, et finalement c'est à l'échelon local qu'il faut les prendre, et ne pas attendre d'hypothétiques plans d'aide européens, nationaux, etc. Il n'y a plus d'argent, donc plus personne n'ayant d'argent, il n'y aura plus jamais d'argent. Voilà. On a déjà vu ça pour le thermalisme, ce petit rappel historique, Steve l'a très bien fait, mais je pourrais revenir là-dessus si ça vous intéresse. Ça va être un peu compliqué mon truc, je suis désolé, je vais vous barber, mais c'est pas grave. S'il y a une station qui soit de ski alpin ou pas alpin, peu importe, on a des visiteurs, d'accord, ces visiteurs dépensent, ok. Dans quoi? Dans les commerces, les services, les hébergements, les restaurants, donc dans les prestataires, les services publics, collectifs, publics et privés, les deux. Tout ça, ça produit de l'économie et ces prestataires-là refinancent, bien entendu, l'ensemble de l'activité économique d'un pays entier en payant leurs factures, tout simplement. Factures énergétiques, factures d'eau, factures de tout ce que vous voulez, bon, sous-traitance, etc. Okay, donc c'est un ensemble qui est extrêmement complexe et qui déborde totalement le cadre strict de la commune ou de la station. C'est un ensemble totalement intégré dans une économie maintenant qui est même mondialisée. C'est tout le problème de l'action locale dans un ensemble qui dépasse totalement l'action locale. Bon. Alors, combien ça rapporte le ski d'hiver? On s'est largement posé la question, les économistes le font depuis une trentaine d'années. Les stations de ski... Vous avez peut-être lu des choses en la matière? Oui, 1 euro investi. Allez, récitez-moi le leitmotiv de l'Association nationale des maires de stations de ski. 7 euros, voilà, 1 euro investi dans une remontée mécanique produit 7 euros de retombées locales. Ouais, c'est ça qu'il fallait réciter. Si vous n'avez pas lu ça, parce que ça fait des années et des années qu'ils nous répètent ça. En fait, c'est l'euro investi dans une remontée mécanique. Bon. D'abord, on ne connaît pas la problématique et la méthodologie de recueil de la donnée, mais peu importe. Je ne vais pas ici développer un débat scientifique. Mais déjà, cette donnée-là, elle est sujette à caution. Et ensuite, ce n'est pas la retombée économique sur l'ensemble des prestataires et des producteurs. En fait, les économistes, eux, ne disent tous que cet argument-là, sans le ski, tout est fini, est faux. Il est faux pourquoi? Parce que, en fait, d'après les derniers calculs que l'on connaît, basés sur le multiplicateur keynésien, un touriste qui dépense 1 euro de plus pendant son séjour en montagne
produit 1,51 € de retombées pour le ski l'hiver et 1,2 € à 1,4 € pour toute autre activité l'été dans les sites naturels. Ce qui relativise beaucoup le discours qui consiste à dire sans le ski, tout est fini, et le tourisme d'été, ça rapporte peu. C'est pas vrai du tout. Ça dépend comment on calcule et où on calcule. Certes, pour une station comme très intégrée et très haute perchée comme Tienpio-Engali par exemple, clairement, Aragnouette ne va pas avoir beaucoup de retombées du tourisme d'été, mais pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a rien à faire à Pio-Engali, tout est fermé l'été, premièrement. Et deuxièmement, à Aragnouette, l'été, ça craint du boudin entre nous. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut acheter son pain? D'ailleurs, je suis même plus sûr. La dernière fois que j'y suis passé, j'ai eu du mal à manger. Bon. Donc, vous voyez, là, il y a un problème. Mais c'est un problème qui est lié à bien d'autres choses, finalement, que la dépense. Donc, attention à ce type de données. Alors, je remets les choses en place, si vous me permettez. C'est pas très drôle, hein, mon truc, mais bon, il faut bien. Dans les Pyrénées, ça, on en est sûr, c'est les comptes de la Nation. Alors, qu'est-ce que nous disent les comptes de la Nation? Fréquentation Pyrénées, 2,5 millions de nuitées, 43% l'hiver, 57% l'été. On est les meilleurs de France pour ça, parce que tous les autres massifs, c'est l'inverse. C'est plus l'hiver que l'été. Bon, pour une fois qu'on est bon, on n'a pas fait exprès. Hein, mais vous comprendrez. Mais attention, le ski dans les Pyrénées, c'est seulement 10% du ski français. Pas plus. Donc, déjà, ça limite fortement les choses. Et en plus, le tourisme, dans les Pyrénées, c'est seulement 10% de l'emploi salarié, de l'emploi total. OK? Donc 10 de 10. Bon. Donc finalement, si les stations ferment, il y aura problème, bien sûr. Et il y aura problème social, surtout, pour que notamment les travailleurs saisonniers puissent retrouver du travail, pour les collectivités territoriales qui devront se redéployer et trouver autre chose, les collectivités territoriales qui vivent du ski. Mais c'est un problème à étaler dans le temps. Si on l'étale sur 60 ans, c'est faisable. Si on attend jusqu'à la fin et qu'on s'y prend au dernier moment, ça va être totalement impossible à mon avis. Les clientèles, elles ont froid. Quelles sont leurs attentes actuellement? Alors, elles deviennent très sensibles et ça fait déjà une bonne dizaine d'années que le mouvement a commencé, à l'offre nature et à la non-artificialisation. Et ça apparaît de manière maintenant récurrente et fondamentale. C'est un élément très encourageant quelque part, dans la mesure où on voit bien, lorsque on mène des entretiens qualitatifs comme mes collègues précédentes en ont parlé tout à l'heure, qu'auprès des clientèles, finalement, même s'ils pratiquent le ski alpin, ils ont un jugement extrêmement sévère sur ce ski alpin. On en parlera peut-être tout à l'heure avec la neige de culture. Hein. Les dépenses. L'hiver, je cherche mon pointeur, il est là. L'hiver, 4 milliards 81 d'euros. Et l'été, 6 milliards 13. Vous voyez que l'été est quand même déjà supérieur à l'hiver, hein, du point de vue chiffre d'affaires, dépenses. 54% actuellement des Français ne pratiquent pas le ski alpin, de ceux qui partent. Je rappelle quand même que dans le tourisme, tout le monde ne part pas, hein, faute de moyens et faute de possibilités. 60% partent, 40% ne partent jamais. Il ne faut pas oublier ça. Qui plus est, à peu près 20% ont arrêté de faire du ski alpin. Donc vous voyez que cet ensemble d'indicateurs nous amène quand même à relativiser le poids économique et social du ski dans
au moins dans le massif des Pyrénées, puisque je parle ce soir des Pyrénées. Qui plus est, lorsque Atout France mène ses enquêtes qui sont... Alors ça, c'est un de mes regrets. L'INSEE faisait ça beaucoup mieux, puisqu'il faisait des... L'INSEE, c'est l'INSEE, donc ils font des recensements exhaustifs, anonymes, etc. Maintenant, c'est Atout France, c'est-à-dire le secrétariat d'État qui procède à ce type d'enquête, et c'est par sondage. Donc c'est pas tout à fait la même chose, et on ne pose pas les mêmes questions. Bref, néanmoins, qu'est-ce que je vais retenir de tous les crobards que je vais vous passer? Je vais aller vite, ne vous inquiétez pas. L'hiver est en diminution d'une manière persistante en termes d'attractivité, quelles que soient les clientèles. Le budget moyen l'hiver par séjour, c'est 597 €, mais l'été, c'est 500 €. C'est pas mal. Eh oui, on vous en rend compte, hein, des histoires quand monsieur le maire il vous dit « Ouais, sans le ski, tout est fini !» Ben, monsieur le maire, c'est pas ce que dit Atout France. Voilà. Vous pouvez lui dire ça, hein. Bon, après, il viendra mettre une bombe sous la voiture de Vlès, mais c'est pas grave, il a l'habitude. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous venez à la montagne? Petite ville à la montagne. Ah bon, c'est pas faire du ski? Ah ben non, petite ville à la montagne. Pour les Européens, 75%, pour les Français, 70%. Destination détente et bien-être, 61-64. Et ouais. Destination éco-responsable, important pour 58. Je cherche mon pointeur, je le trouve plus, c'est pas très grave. Familial, et le ski arrive quasiment en avant-dernier, avec les sports intenses et de pleine nature. Bon, je ne vais pas vous faire un laïus sur les manifestations sportives en montagne, j'ai pas le temps, c'est pas le sujet, mais c'est une de mes grosses préoccupations également. Alors on retrouve tous ces points-là, tout ça c'est en ligne, hein, vous pouvez trouver ça, c'est public, publié. Vous voyez qu'en premier c'est pour l'été la randonnée qui est en priorité, balade, promenade, vélo, etc. Les paysages, l'oxygène, le silence, le calme. Donc ça ce sont tous les points forts qui sont mis en avant par les clientèles enquêtées systématiquement. L'hiver, c'est encore le ski alpin, les promenades, la randonnée, la luge, le ski de fond. Je passe vite. Où est-ce qu'on veut séjourner en montagne? Eh bien, dans des villages, à 61%. Les stations comme Pyongyali, l'été, pas trop, quoi. Hein. C'est un peu normal, vu le paysage. Bon, petite ville 22%, pleine nature 15%. Voilà. Ça c'est ce qui est affiché par finalement les répondants. Rien ne dit que c'est également pratiqué. Attention, hein, c'est ce que l'on déclare à l'enquêteur. On sait qu'il y a toujours une différence entre ce qui est déclaré et la réalité, mais quand même. Deuxième facteur d'évolution, donc vous voyez que le marché a déjà beaucoup évolué. Deuxième facteur d'évolution, bon là j'irai très vite parce que je pense que Sylvie a bien brossé très rapidement les choses tout à l'heure. Je vais aller à l'essentiel. Aléa de l'enneigement, remontée en altitude de la limite aux neiges. Bon. Ça veut dire que la neige, elle monte, ça veut dire que pour atteindre ce qui jadis était les grenouillères comme à Gourette, par exemple, mais chez vous aussi, hein, juste là, juste à côté là, on est obligé soit de mettre des enneigeurs, soit de mettre même, tiens, comme à Superbès, des enneigeurs qui produisent avec des frigos de la neige, parce que même avec à température ambiante, il n'y arrive même pas. Et ça fond dans la journée en plus, vous voyez le coup, on en reparlera.
Et puis, donc, aléa, remontée en altitude et diminution du manteau neigeux en épaisseur. Ce sont les trois facteurs essentiels qui font qu'on a un raccourcissement de la durée d'enneigement naturel, d'accord, mais également de la durée du froid globalement. Et c'est important parce que même avec les enneigeurs artificiels, on n'est pas sûr d'arriver très longtemps à avoir un ski possible. Et c'est un ski tape-cul, hein, mais bon, passons. Donc là-dessus, l'ensemble des scientifiques sont d'accord pour dire que la viabilité économique à long terme, c'est-à-dire à plus de 15 ans, globalement, est très aléatoire. Alors, vous allez me dire Klimsnow, bon, j'en reparlerai peut-être. Hugues n'est pas là. Hugues, c'est son prénom en fait, hein. C'est François, son nom. Hugues François n'est pas là pour en parler, mais c'est un des acteurs de Klimsnow, à partir de la banque de données qu'il a constituée lui-même. Ça, je l'ai déjà dit. Je rajoute les sols plus secs avec de fréquentes sécheresses et risques de feux de forêt pour l'été. Ça ajoute un peu d'aléas et de contraintes. Là, je vais passer encore vite pour ne pas être trop lourd. Actuellement, si j'ai bien suivi, on est quand même sur la pente. Alors, ces perspectives-là sont des perspectives avec des teneurs en CO2 qui déterminent ici des scénarios. En centimètres cubes et en centimètres carrés au sol. L'accord de Paris, globalement, ça devrait être vers le RCP2. On sait déjà qu'on est sur la pente du RCP4, donc sur ce bleu clair-là. Et vraisemblablement, et ça c'est un avis personnel, on va se diriger plutôt sur du 8,5, c'est-à-dire la cata. Donc la cata, ça veut dire qu'en 2080, vous voyez l'épaisseur de neige ici qui va vous rester par rapport à ce qui était en 2000. Voilà. Bon, ce sont des prospectives, hein, bien sûr, c'est soumis aux aléas. Ça veut dire qu'en termes de carte, ça c'est le... Je sais pas si... Non, on ne voit pas. Il est bizarre, le pointeur, il ne pointe plus. Il ne pointe plus le pointeur. À la fin du siècle, on sera soit, si tout ne va pas trop mal, soit ici, soit là. Orange comme rouge, ça veut dire qu'on peut fermer, en gros. Ok. C'est une carte de la chaîne des Pyrénées. Bon, je repasse, je ne vais pas aller dans les détails. Ce qui est important, c'est de voir tout ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est l'ensemble du système économique et social qui font vivre non seulement une station, mais également une vallée. C'est-à-dire quasiment tout le territoire de la chaîne, globalement. Quand vous additionnez les vallées, il y a très peu de vallées qui n'ont pas de station. En gros, si mes souvenirs sont bons, il n'y en a que 2 dans la chaîne des Pyrénées. On a une espèce de système, c'est un peu comme un écosystème en biologie, si vous voulez, où si vous intervenez sur un élément, l'ensemble des éléments, comme dans un jeu de dés, est déstabilisé et touché, et il va y avoir des actions et des rétroactions sur les événements, les autres éléments, avec un effet cumulatif très certainement. Pour les collectivités locales, c'est plutôt ce schéma. Les collectivités locales, notamment les stations de ski, ont prospéré et se sont développées grâce aux droits à construire issus de la vente de foncier sur leur territoire, amenant des produits immobiliers vendus en résidence secondaire auprès des skieurs à partir des années 50-60. À partir de là, il y a eu des produits financiers et fiscalité associés, et les taxes notamment, qui tombent dans la collectivité, qui a investi d'abord très souvent historiquement en régie
propre, c'est-à-dire directement, puis en délégation de service public lorsque la loi Sapin est passée, dans les années 80, auprès d'opérateurs de remontée mécanique privés. Voilà. Par exemple, Altiservice. Bon. C'est un exemple. Tout ça a amené à faire du développement économique en station, mais également avec des retombées pour la vallée, puisque beaucoup de gens habitent en vallée et travaillent en station. Et même un certain nombre de skieurs logent en vallée et vont skier dans le domaine skiable. Pareil pour ce qui est de la, je dirais, de l'écosystème des domaines skiables. Il y a eu une très très forte professionnalisation du massif pyrénéen depuis 10 ans, qui était très en retard par rapport au massif alpin, et qui a nécessité beaucoup de techniques, beaucoup d'acquisitions de matériel à rentabiliser et à amortir sur une vingtaine ou une trentaine d'années. Et c'est là, oui, c'est tout à fait ça le problème. Parce qu'on continue à investir là-dedans, actuellement, avec donc des durées d'amortissement de 20-30 ans. C'est pareil pour les canons à neige, les enneigeurs artificiels, sans savoir si, dans 30 ans, en fait, ils seront encore en activité. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure de stations qui ont dû fermer, justement, parce que leurs investissements ne produisaient plus, faute d'enneigement et d'ouverture, de produits financiers liés à l'exploitation et ne pouvaient plus rembourser leurs emprunts. Dans ce cas-là, c'est assez simple. La Chambre régionale des comptes émet un avis transmis au préfet et le préfet prend une décision fermant la station. Voilà. C'est généralement, dans tous les cas, c'est le préfet qui décide de la fermeture de la station. À moins qu'il y ait décision du conseil municipal qui anticipe. Mais dès que le préfet voit que le budget n'est plus en équilibre, il est obligé de le faire, c'est la loi. Donc, cet écosystème coûte de plus en plus cher. Vous voyez le système là des domaines skiables, qui dépend de plus en plus des conditions climatiques avec la météorologie. Et puis ensuite, tous les indicateurs qui font qu'on produit de la neige de culture, il faut la damer pour maintenir un domaine skiable en état permettant d'accueillir des skieurs qui aiment de moins en moins ça et qui viennent de moins en moins en nombre. Et qui, en plus, avec la concurrence internationale, dépensent pas beaucoup plus que jadis, parce qu'ils trouvent d'autres produits ailleurs, maintenant, moins chers. Il ne faut pas oublier ça. On n'est pas dans un marché fermé. Donc, on est de plus en plus dépendant de facteurs extérieurs, très aléatoires, coût de l'énergie, rareté de la ressource. Et je vais dire un mot tout à l'heure sur la voilà, tout à l'heure, c'est tout de suite, sur la ressource en eau. Alors, la ressource en eau, c'est très très embêtant parce que c'est, je dirais, une menace pas très développée actuellement dans les perspectives des stations, mais elles savent qu'elles sont en tension parce que pour développer l'enneigement artificiel, elles sont obligées de pomper. Alors, soit avec les autorisations dans la ressource directe, soit en créant des ressources artificielles avec des lacs de montagne. Qui d'ailleurs, ça m'a fait rigoler, mais jaunes, sont présentés et ont été financés par les collectivités, notamment régionales et l'État, au titre de l'adaptation au changement climatique. Donc, cette artificialisation a été présentée comme, finalement, avec l'argument que c'était une adaptation pour combattre le changement climatique. Alors que c'est jamais qu'à court terme qu'on peut le combattre. On verra ça. Bon, je vous ai donné quelques indications ici de ce que produit et demande en termes d'énergie
un hectare de ski, de neige, pardon, artificielle, de culture comme on dit. Qui plus est, lorsqu'il y a pompage, il faut voir que le moment de pompage, c'est au moment de l'étiage des cours d'eau. Hein. Donc c'est le moment le plus défavorable pour la ressource qui est en aval, bien entendu. Alors actuellement, où est-ce qu'on en est? En France, c'est à peu près parce que le bilan n'est pas fait chaque année. Hein. Donc là, ce bilan-là date déjà d'il y a 2-3 ans. Pour ce qui est de la consommation d'eau, on sait qu'on est à peu près autour de 4000 mètres cubes par an et par hectare enneigé, ce qui est beaucoup, pour ne pas dire plus. Que actuellement en France, le chiffre officiel, c'est 40% des pistes de domaine skiable qui est enneigé artificiellement. Si vous sortez les Vosges et le Massif central, qui sont très particuliers, et où il y a très très peu de stations et finalement où c'est marginal, on dépasse les 50%, hein, Pyrénées-Alpes, globalement. Et l'objectif de domaine skiable de France, c'est de faire comme en Autriche, amener l'ensemble du domaine skiable à 70%. Donc ça provoque forcément des inquiétudes environnementales, impact sur les paysages, sur les terrains montagnards, pistes qui sont remodelées à grands coups de bulldozer, vous avez dû voir ça en station, creusement des réseaux souterrains. J'aurais pu vous donner les derniers travaux en cours à la Calme à Font-Romeu, j'ai reçu les photos il y a 2 jours et puis j'ai eu la flemme. Ça c'est l'âge, c'est dégueulasse. Bon. Il y a de très belles photos de pelleteuses en train de creuser. Bon, la Calme, c'est pas fabuleux, hein, mais on sait très bien qu'à la Calme, enfin pour ceux qui connaissent, qui connaît la Calme ici, Font-Romeu? Vous savez qu'à Font-Romeu, donc à la Calme, c'est sympa. Pardon? Ouais, mais on sait très bien que les pentes sont faibles, le rayonnement est très fort, le vent est terriblement fort, et dans 10 ans, même la neige de culture ne tiendra pas. Donc c'est ça quoi. Hein. Donc les travaux qui sont investis actuellement, à grand renfort quand même de subventions publiques, c'est-à-dire des impôts des citoyens, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ne pourront pas finalement porter tous leurs fruits. Ce qui est quand même relativement gênant du point de vue de la citoyenneté, je dirais. Puis un petit élément anecdotique, hein, mais par exemple, comme il faut faire de la démocratie, Grèce en Vercors a mis aux voix auprès de ses habitants l'achat de 9 enneigeurs, soit à peu près un coût total de 400 000 euros. Ça a été voté, donc la population est d'accord. C'est aussi la limite de la démocratie. Hein. Donc la population est d'accord, 400 000 euros, et on sait très bien, notamment avec l'IMSO, mais pas seulement, on sait très bien que ça ne permettra pas de maintenir la neige dans les conditions météo défavorables qui vont arriver d'ici une vingtaine d'années, quoi. Donc ça pose question. Je continue, je ne suis pas trop en retard. Alors, très rapidement, je ne vais pas vous barber trop parce que j'ai encore des choses à dire. Bon, ça, vous le savez. Vous savez que le cristal de neige artificiel n'est pas le même que le naturel. Bon, ça, alors je passe. Qu'il est beaucoup plus lourd, qu'il est beaucoup plus dense. Il est plus facile à damer, paraît-il. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé, mais bon. Et il tient beaucoup plus longtemps, donc il y a des impacts. Alors, impact sur la ressource en eau avec la modification du cycle de l'eau, pas au niveau de l'exutoire, par exemple pour les Alpes, c'est vrai qu'au niveau du Rhône, on retrouve à peu près à la fonte le même volume d'eau, mais il y a des micro-déplacements finalement qui se forment notamment à l'échelon du petit bassin versant, puisqu'on creuse des retenues collinaires, et donc ça induit des impacts
comme vous voyez ici, locaux, on le voit très bien, à Val Thorens. C'est consommateur d'énergie, je l'ai déjà dit. Vous voyez les chiffres quand même. Hein, les 10 000 canons actuels consomment 108 millions de kilowattheures, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'une ville de 50 000 habitants. Bon. On peut très bien s'en offusquer, on peut très bien dire que c'est rien du tout aussi. Hein, ça dépend qu'on en compte et ce que ça produit derrière, bien entendu. Mais ce sont des chiffres qui permettent de caler les choses. Et puis ça a des effets également écologiques sur la faune et la flore, avec des propriétés, ça a été très très bien démontré par un truc qui a été dissous, qui s'appelait l'Institut de la montagne à Chambéry, qui avait été créé entre la région, à l'époque, Rhône-Alpes, et quoi d'ailleurs, je ne sais plus, et l'Agence de l'eau. Pour faire de la recherche justement sur ces types de questions. Et quand les premières conclusions de recherche ont été publiées, notamment par la directrice qui s'appelait Carmen De Jong, elle a été licenciée, ils ont fermé l'Institut de la montagne. Bon, bref, mais c'est quand même publié, ça a été vérifié dans tous les pays. Donc, fonte retardée, plus d'eau, augmentation de la température du sol, bien entendu, puisqu'il y a un effet de bouclier thermique et avec formation de mycorhizes dans le sol, modification de la structure du sol, perturbation des cycles, réduction de la porosité, impact sur la chimie du sol, notamment avec de l'acidification d'un certain nombre de sols, impact sur la végétation, avec un retard de la repousse, c'est évident, et donc une diminution des graminées, et puis les impacts sur la faune avec le bruit qui est produit. Jean Cognard, qui a fait sa thèse en sciences éco l'année dernière, qui a soutenu à partir de 56 stations de ski sur 15 saisons, donc 15 années si vous voulez, c'est énorme, a conclu du point de vue économique que le rendement de l'enneigement artificiel était décroissant avec le temps, c'est-à-dire que dans les 5 premières années, effectivement, ça donne un bon rendement, ça permet de maintenir l'enneigement et l'exploitation en état, et ensuite c'est totalement décroissant, et en fait, à terme, ça remet en question le fait que les enneigeurs puissent être profitables à l'échelon attendu du changement climatique, c'est-à-dire fin de siècle. Et donc, il vaut mieux monter les montagnes. Voilà, il faut écrire à l'Espagne pour qu'elle rentre plus dans la France, comme ça les Pyrénées monteront de 1000 mètres et c'est réglé. Fastoche. Donc, réduction forte en plus ça tout à l'heure ça a été développé, c'était bien, des trajets parcourus en raison des coûts de mobilité. Alors moi je fais partie aussi, mais à titre privé là, c'est pas scientifique, d'une asso qui milite pour le covoiturage, etc., etc. La mobilité partagée, douce, bon, c'est très bien, sauf que dans les faits ça ne fonctionne pas. Le client est attaché à sa bagnole et il va monter en bagnole et donc stratégiquement, si vous voulez, un planificateur doit plutôt programmer des postes de charge électrique par exemple, si on veut développer l'électricité. J'ai regardé la carte Charge Map, moi j'ai une voiture électrique, c'est pour ça que j'ai tout ce qu'il faut, avant de venir, pour savoir dans le coin ce qu'il y avait comme... alors, à Argelès, vous avez de la chance, vous avez une borne. Deux bornes, c'est à... Il y en a une en bas à la gare. Ah oui, mais ça c'est une Révéo, ça, à la gare. Oui, c'est 22 kW, vous pouvez la laisser 6 heures. Ah oui, parce que quand vous pensez que le skieur, quand il va arriver avec sa voiture, il va la laisser 6 heures. Il dort la nuit, le skieur. Ah non, mais on ne laisse pas sa voiture la nuit, on fait la charge en 25 minutes et on se tire. Hein. Et après, il n'y en a plus.
Il n'y en a plus, ni à Cotteret. Cotteret, il y en a une, c'est une Révéo. Luce, c'est une Révéo. J'ai regardé, il n'y en a plus. On ne prépare pas l'avenir comme ça. Hein, bon, passons. C'était histoire de mettre un peu d'animation dans la salle. Mais parce que c'est en train de venir, hein, il faut attendre qu'il y ait un équipement conséquent et une diminution des prix, etc. etc. Je vais reparler de l'immobilier tout de suite. Ça, c'est important. Donc, le schéma, on le connaît bien, le schéma dynamique, si vous voulez, de la création des stations et de leur fonctionnement du point de vue économique. C'est, vous avez de la fréquentation liée au ski, qui soit d'ailleurs ski de fond ou pas, peu importe, qui va provoquer ici de l'afflux, et donc il va falloir recalibrer en restructurant le plus souvent les remontées mécaniques, mais pour rentabiliser ce coût, il va falloir vendre beaucoup plus de forfaits. Et pour vendre beaucoup plus de forfaits, il faut faire venir plus de monde, mais pour faire venir plus de monde en saison avec des pics, où c'est saturé, parce que la neige, la période de neige est réduite, d'accord, ok, il faut des lits neufs. D'où l'extension continue de l'immobilier. Bien entendu, c'est guère possible, y compris, alors pas seulement du point de vue des impacts sur la nature, mais également du point de vue du financement. Pourquoi ? Parce que ce système de fuite en avant, en spirale, ce cercle vicieux, si vous voulez, c'est une autre manière de dire les choses, produit en fait une perte. Alors ça, c'est un peu technique, je suis désolé. Comment est-ce qu'on a produit de l'hébergement ski en France ? C'est par la défiscalisation. Je vous raconte très rapidement, par exemple, la loi des Messines. La loi des Messines prévoit, si vous investissez dans la construction ou l'achat d'un logement neuf, par exemple un T1 à la montagne, hein, je dis bien en station de ski, vous serez défiscalisé pendant 10 ans, y compris pour les travaux et la TVA de construction. À condition, parce qu'il y a une condition quand même, que vous mettiez ce logement en location pendant 10 ans. Bon, donc précipitation des clients, et puis au bout de 10 ans, je récupère mon truc. Et effectivement, au bout de 10 ans, l'ensemble des propriétaires ont récupéré leurs biens pour les habiter. Oui ? Est-ce que ça ne s'accompagne pas aussi d'une centre de... J'entends pas parce que je suis vieux et sourd. Il y a une interdiction de vente aussi. Cet objectif des 10 ans, c'est pour que les gens qui investissent, ils achètent. C'est pour éviter qu'ils achètent pour revendre plus cher rapidement. Non, c'est pas pour ça. C'est surtout pour créer en fait des lits chauds. C'est-à-dire des lits mis, oui, d'accord. Mais c'est une autre manière de le dire, ça. Ok. Oui. Sauf qu'au bout des 10 ans, le propriétaire récupère son bien. D'où on a une déperdition que vous voyez très bien ici. Alors là, on a pris le SCOT de la Tarentaise. Hein. Tous les ans, vous voyez très bien la déperdition du nombre de lits construits qui reviennent en propriété propre en résidence secondaire à ce moment-là, et donc en lits froids, c'est-à-dire avec des taux d'occupation très faibles. D'où des stations fantômes, comme vous les connaissez certainement. Et ça, c'est très préoccupant parce que du coup, on a, et notamment dans les Pyrénées ici, moi je me suis amusé, entre guillemets, à calculer le poids économique des lits froids dans les Pyrénées. Et vous voyez très bien ici, en rouge foncé, quels sont les cantons, parce qu'on a les données par... Non, les communes, non les cantons, parce que c'était les anciens cantons. On a les données par canton des lits froids, avec des taux... Par exemple, j'ai mis Aubonne-Gourette. Alors le taux à Aubonne-Gourette, c'est le taux de résidence secondaire, c'est plus de 90%. D'accord ? Donc ça veut dire que les collectivités territoriales sur ce parc n'ont aucune maîtrise.
ça accueille personne en location, et ça vieillit, ça se dévalorise, et ça produit rien. On va le revoir. Bon, j'ai parlé de gourette, mais je peux vous parler également de la Cerdagne. Là, on atteint 98% dans certaines communes. 98% de résidences secondaires. Ouais. 92. Et pourtant, c'est pas la Cerdagne. C'est très pro. Voilà. Donc ça, c'est un vrai piège. Pourquoi? Parce qu'à long terme, la résidence secondaire, on va le voir tout de suite, ça produit, ça peut produire et ça produira malheureusement de la friche touristique. Voilà une très belle friche touristique. Alors celle-là, elle a la particularité d'être neuve, non livrée en friche pendant 12 ans. Elle vient juste d'être sauvée. Ouais. C'est à Aynes, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Et elle a été pillée, bien sûr, c'est-à-dire que faillite, tout le monde est venu se servir, les frigos, là, enfin, il y avait de l'équipement de cuisine, mais pas entièrement. En tout cas, tout est parti. J'ai assisté à ça de très près, en visitant toutes les semaines, c'est très intéressant. Et puis, ça vieillit. Ça vieillit. Bon, ça c'est avant travaux, hein, ça a été réhabilité, mais vous voyez que forcément, en altitude, ça vieillit. On estime aujourd'hui que, en France, le coût global de la rénovation est entre 60 et 80 000 euros par unité, globalement. C'est-à-dire que ça coûte presque plus cher que la valeur du bien lui-même. Ça veut dire que quoi? Que le propriétaire de la résidence secondaire ne va pas réinvestir, d'autant plus qu'il a sa résidence principale à adapter au changement climatique en ville, en bas. Ouais. Donc on ne sait pas comment on va financer ça. Ça, c'est un vrai problème dont on parle peu. Il y a 5 à 6 millions de passoires actuellement en France. Alors, je vais passer ça très vite. On a des lois maintenant. Depuis l'année dernière, on a une loi qui s'appelle Echaniz-Lemeur. Je suis très bien. Je donne le nom parce que je suis très fier d'appartenir à l'arrondissement de M. Echaniz. Il s'est planté la première fois. Hein. Il a proposé cette loi. Comme il est PS, il n'a pas eu la majorité. Donc il s'est planté. Alors il a eu la perfidie de s'associer avec Madame Lemeur, qui, elle, est dans le camp Renaissance et qui a fait passer la loi. Donc, on a maintenant quelques pistes. Quelles sont ces pistes? Les communes de montagne, notamment les stations de ski, peuvent classer leur commune, peuvent demander le classement de leur commune en zone A et A bis, qui leur permet d'avoir des outils pour lutter contre le coût du logement et donc la surévaluation. Combien ça coûte un appartement à Voria au mètre carré? 6, 7. Ça coûte aussi cher que dans le second arrondissement de Paris. C'est pour vous donner une idée, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Du coup, et donc, forcément, globalement, je vais vous dire ça rapidement, hein, excusez les termes, mais il n'y a que les riches qui peuvent investir là-bas et y aller. Et forcément, ça produit de l'exclusion sociale puisqu'on ne peut pas, on les met pas en location, ils ne sont pas remis en location, et donc ça produit finalement des ghettos de riches vides dans des zones qui ont besoin d'activités et de vie sociale, tout simplement. Donc c'est pour démonter un peu l'idée que la station de ski est un moyen de faire vivre la montagne. C'est pas tout à fait vrai, vous voyez. Bon, je passe parce que je vais ennuyer. Pour le foncier aussi, maintenant, on a quelques outils en zone tendue pour encadrer le prix du foncier. Alors, tout ça, c'est sous-entendu à condition que le conseil municipal le vote. Et bon, ben là, il faut... Ben, vous avez qu'à vous présenter aux élections, hein, je sais pas, faites quelque chose. Et également, vous pouvez vous doter de plans locaux d'urbanisme
avec des secteurs à TVA réduite si vous le souhaitez. Voilà. Bon, moi j'habite dans une vallée près d'ici où ils n'ont pas voulu. Ils ne veulent pas. Quand on leur en parle, ils ne veulent pas. Bon, je pense que c'est peut-être pareil ici. J'examine en ce moment le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de cette vallée-là. C'est catastrophique. Ils ne parlent même pas du tourisme, alors que, enfin, vous voyez quoi, Gouret, Tartouste, quand même, c'est pas rien. Bon, je passe. En zone tendue, on peut aussi surtaxer les résidences secondaires maintenant. En Suisse? Ah, Oui, ici, oui, mais c'est gentil. c'est considérable quand même. Oui, parce que vous pensez que c'est considérable parce que vous en avez une, mais ça dépend de... On peut faire de 20 à 60%. Oui, non, mais aucun élu ne fera 60... Si. Ah oui? Oui. Il y a un paquet de communes. Ah oui? Ah, très bien. Donc, tout ça, ça illustre ce concept de dépendance au sentier. Hein, c'est le sentier de la dépendance, c'est-à-dire le schéma global dans lequel, finalement, les collectivités territoriales sont placées dans le système économique et social qui les empêche ou les freine dans la perspective de redéploiement des activités, en fait. C'est pour ça qu'elles continuent toujours leur logique d'investissement, de surinvestissement, jusque finalement le fond du cul-de-sac, quoi. Et là, elles déposeront le bilan comme ce qu'on va voir. Alors, je vais passer ça très vite. Ça, je passe aussi. C'est pas pour vous. Voilà. Il me reste combien de temps, là? Pas beaucoup, hein? 15 minutes? Oh, ça va. Deuxième propos. Qu'est-ce qui s'est passé dans quelques exemples de collectivités qui ont décidé de modifier leur système de production? Alors, on va prendre des exemples différents. D'abord, dans des lieux qui ont choisi de ne pas faire de grands investissements, de fermer le domaine skiable sans réinvestir massivement. Le Mas de la Barque, c'est la photo que vous avez là, ou bien celle-ci. Alors, le Mas de la Barque, vous connaissez? C'est dans les Cévennes. C'est en Lozère, juste entre la Lozère et le Gard. Ouais, voilà. À côté de Génolac, pour ceux qui connaissent. Bon, bref. C'était une très petite station, mais qui attirait à peu près 10 000 skieurs an, venant d'une clientèle de proximité, Alès, Nîmes, etc. Alors, c'est le cas type de ce que j'ai entendu tout à l'heure à propos d'Otakam. Tout à fait, c'est ça. Ils réinvestissent dans des canons, et puis paf, 2 ans de mauvais enneigement, et même la neige artificielle n'a pas tenu. Ben, c'est ça le changement climatique, c'est pas parce que vous avez la neige artificielle qu'elle va tenir. Hein. Non, mais je parle pas d'Otakam, mais eux, oui. Non, Otakam, non. Et Otakam n'a aucune obligation de rendre ses comptes. C'est une forme de syndicat mixte où le trésorier est avec... bon, c'est-à-dire que le chiffre qu'il y a là, Otakam, on lui a fermé depuis un mois. Ouais. Mais de toute façon... Et auprès des collectivités et auprès du préfet. Je ne peux pas laisser dire ça, je suis désolée. Là, c'est... Non. Un syndicat mixte n'a pas d'obligation de rendre. Je ne rentrerai pas ce soir dans les études de cas. Excusez-moi. Donc, 2 années de mauvais enneigement, fermeture de la station, tout simplement par arrêté préfectoral, puisqu'il faut rembourser les emprunts et ils ne peuvent pas, c'est tout simple. À partir du moment où vous avez un déficit en régie, ce n'est pas possible. Donc, dissolution de la régie, et là, le domaine a été repris par... Excusez-moi, je vais trop vite, mais c'est dans l'autre... Ah oui, non, mais c'est dans l'autre sens. C'est l'autre bouton. Voilà. Par la Société d'économie mixte de la Lozère,
qui est propriétaire quand même, qui a construit des gîtes d'été, enfin de hors saison si vous voulez, ou d'hiver aussi d'ailleurs. Un village de gîtes, 18 gîtes, coût total 4,5 millions quand même, c'est pas rien, mais enfin c'est pas énorme, avec de bons taux de subvention parce que c'était le bon temps, ils s'y ont pris tôt. C'est ça les malins, parce que maintenant vous n'auriez pas ces taux-là, hein, c'est fini ça. Plus vous attendez, plus ça va être la cata. Bon. Et puis, il a fallu attendre 6 ans pour que les remontées mécaniques soient démontées, parce que ça c'est très technique et très compliqué, d'autant que c'était dans les pins accrochés de l'ONF, et c'est l'ONF qui a été maître d'œuvre de l'opération, et qui a fait d'ailleurs démonter les remontées mécaniques et les pylônes en hélicoptère pour pas que ça écrase les pins. Ça c'est des gens bien. Sauf qu'avec les hélicoptères, on produit autre chose, hein, mais bon, passons. Ça me fait rigoler. C'est pas bien. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils produisent? Tous les produits de randonnée assez classiques, c'est-à-dire gîtes équestres, avec d'ailleurs des cours, raquettes, ski de fond, ski de rando, découverte de la nature, etc. Bon, ce qu'on fait à peu près partout, naturellement, je dirais, ici. Ça marche assez bien. Les taux de remplissage sont voisins de ce qu'on connaît dans les systèmes de gîtes et de villages de gîtes en France. Et ça produit un peu d'activité. Vous voyez le type de gîte qui a été créé ex nihilo. Hein. Voilà. Là-dedans, vous avez 4 appartements différents dans une petite maison avec jacuzzi, etc. Bon, c'est du moyen haut de gamme quand même pour accéder à la clientèle nord-européenne. Voilà, petite photo de l'intérieur. Par rapport à ça, d'ailleurs, je me permets de préciser que les associations de la nature ont été très très virulentes. Je ne dis pas ça contre elles, hein, mais c'est pour montrer que quand même lorsque on se préoccupe de l'avenir et qu'on essaie de maintenir une activité qui serait durable, on est critiqué. Hein. Donc je vous reprends les verbatim, marchandisation de la nature, artificialisation des produits, gîtes Monopoly, parce qu'ils ont été créés, c'est vrai que ça fait petite maison. Bon. Bref. Enfin, la clientèle est satisfaite lorsqu'on fait des études de satisfaction, et la collectivité locale, c'est-à-dire le département de la Lozère, s'en tire. Donc l'activité, qui est quand même à 17 km de tout village, est préservée. Après Mas-de-la-Barque, Métabier, qui est un exemple beaucoup plus récent, est assez intéressant parce que là, Métabier, c'est le conseil municipal qui a pris la décision d'arrêter, c'est dans le Jura, hein, d'arrêter l'activité suite aux résultats de Climsnow. Climsnow leur a dit, écoutez, si vous mettez des enneigeurs artificiels, vous allez pouvoir tenir encore 10, 15 ans, après c'est foutu. Donc ils ont fait leur compte, ils ont trouvé qu'on ne pouvait pas amortir après les 15 ans, forcément, qu'il fallait rembourser, que leurs enfants seraient en forte difficulté dans 15 ans, et ils ont pris tout de suite la décision d'arrêter l'activité ski alpin et de commencer une diversification qui est en route, qui est difficile. Hein. Voilà, pour tout vous dire. Avec des aides locales qui ne sont pas énormes, vous voyez, 11 millions d'euros, on ne fait pas grand-chose en fait dans une station de ce type-là. Bon. Vous aimeriez bien les avoir, les 11 millions d'euros, mais c'est un peu différent. Je sais bien. Donc là-dessus, j'en dis pas trop parce qu'on n'a pas encore des résultats plus probants, si vous voulez. C'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin. On est à 2 ans de l'arrêt, enfin de la décision de l'arrêt. Plus près de vous, en Ariège, le Vic de Sceaux. Alors, Vic de Sceaux, c'est intéressant parce que Vic de Sceaux, c'était une vallée qui vivait de la métallurgie, essentiellement avec Péchinet, l'aluminium, qui a fermé, grave crise. Et donc là, la vallée a décidé globalement d'investir dans
ce qu'ils appellent station de pleine nature, c'est-à-dire un ensemble d'équipements un peu dispersés qui accueillent les randonneurs et les pratiquants d'alpinisme et de sport de nature. Bon, c'est affiché tel que, hein, c'est pour ça que j'en parle là, c'est-à-dire que c'est à partir de cet élément-là, élément de langage de station de pleine nature, que le Vic de Sceaux communique. Alors j'ai des collègues qui ont fait, je les ai accompagnés, mais enfin je vais parler d'eux surtout, qui ont fait des études très approfondies avec le labo de Toulouse et d'Avignon sur les impacts en fait de cette restructuration. Et voilà les conclusions. Les faiblesses apparaissent en termes de rentabilité des équipements. Ils ne sont pas rentables avec la diversification et le 4 saisons. C'est bon à savoir quand même. Hein. Il y a un manque d'hébergement haut de gamme, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas cibler les clientèles avec jacuzzi, etc., qu'on a vu à Maison, au Mas de la Barque. Les taux de remplissage sont extrêmement faibles, je peux en témoigner. Le poids des résidences secondaires est très très fort en Ariège aussi. Alors là, c'est de la résidence secondaire plutôt classique, c'est-à-dire de la petite maison qu'on a eue de la famille, d'héritage, et qui est ouvert uniquement l'été. Vous allez à Goulier, par exemple, ou à ce type de village, dans le Vic de Sceaux, vous trouvez ça. C'est-à-dire qu'en mois d'août, c'est ouvert, et le reste de l'année, c'est totalement fermé tout le temps. Bon, c'est pas une solution. Donc, et fréquentation du territoire très limitée, à peu près 100 000 nuitées par an, ce qui n'est pas énorme, hein, sincèrement, et assez national. Les festivals, alors ça c'est très à la mode actuellement, notamment par rapport aux activités sportives, qui sont présentées toujours comme une panacée de remplacement qui permettent de diversifier, etc. Bon, je vais en parler un peu plus tout à l'heure, c'est pas évident du tout. Au contraire, il y a très très peu de dépenses, d'après les dernières enquêtes qui ont été publiées. Donc très peu de retombées locales. Par contre, il y a des retombées très négatives sur la faune et la flore. Amélie-les-Bains, ils ont essayé, vous le savez, de relancer un opérateur thermal. Ça marche pas. L'Aubrac se lance dans le 4 saisons. J'aime pas le terme de modèle, excusez-moi, mais il n'y a pas de modèle de remplacement, il n'y a pas de modèle de développement. Chaque cas est unique et chaque cas doit être travaillé par les habitants et ceux qui en vivent de manière unique sans vouloir copier ce qui se fait à côté. Parce que ça, c'est pire que tout, copier ce qui se fait à côté. Donc surtout, ne pas parler de modèle. Voilà. Bon, j'ai fait une bêtise. Le Puigmal. Alors, je pourrais vous en parler 10 heures, mais je crois que je n'ai pas le temps. Le Puigmal, c'est tout à fait... Alors, c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est en Cerdagne. Le Puigmal, c'est une petite montagne de 2900 mètres d'altitude. Il y a toujours de la neige, Puigmal. Toujours. Le problème, c'est que la station qui est en dessous connaît de vraies difficultés du fait des vents violents et de l'enneigement du Puigmal qui ne tombe pas quand il faut. Parce que ce sont des retours d'Est, on est en régime méditerranéen, donc ce sont des neiges qui viennent de l'Est. Et les neiges qui viennent de l'Est là-bas, c'est très tardif, il n'y a plus personne en vacances, donc quand il y a de la neige, il n'y a plus personne. Et ça ne dure pas longtemps en plus. Parce qu'avec le rayonnement et le vent, en gros, en une semaine, le mètre de neige a disparu. Donc le Puigmal a très vite, en 2013, a pété les plombs. Ils n'ont pas pu rembourser, le préfet a fermé. Et ils ont eu l'idée, 4 ans après, de demander à Rossignol, l'entreprise, vous connaissez Rossignol qui fait des skis, des équipements de sport, des vêtements, etc., de tracer des pistes
de randonnée dans le domaine et de le commercialiser sur Internet. Donc c'était en 2017-2018. Ce qui a été fait, effectivement, avec d'ailleurs des aides publiques, et notamment de la communauté de communes, de la région et du département. Sauf que ces pistes, et on va voir le tracé un peu plus loin. Donc ça, je passe le détail. Je vais tout de suite. Ça s'appelle Station Outdoor Experience. Voilà le réseau de pistes qui a été tracé. Donc vous voyez les types de pistes, randonnée, marche nordique, trail, etc. Traversent des zones de protection faunistique très important, le lagopède alpin, le grand tétras et le gypaète barbu. Alors, le gypaète barbu, c'est ici que ça se passe, et puis les autres, c'est là. Le grand tétras, c'est un peu partout, là. Donc là, il y a eu une levée des boucliers des associations de la protection de la nature. On est allé voir, je dis on, je me sors de là, mais j'y étais. On est allé voir le sous-préfet. Ça a été revu. Les pistes, le tracé des pistes a été revu. Ça a été quand même mis en service et ouvert. Sauf élément déterminant, c'est que c'est un domaine totalement ouvert à la fréquentation. Personne ne va payer. Et vous pouvez très bien randonner, d'ailleurs dans la totalité des biens communs des massifs français, ou presque gratuitement, l'été. Vous n'êtes pas obligé de payer. Vous n'achetez pas un forfait pour aller faire du cheval. Enfin, du cheval, c'est encore autre chose, parce qu'il faut quand même payer la location du cheval, entre guillemets, mais randonner ou même faire du ski de rando ou de la raquette, c'est libre d'accès. Hein, et du coup, il n'y a pas de retombées. Donc, Rossignol a arrêté son expérience il y a déjà... on est en 2025, en 2022, il n'y avait plus rien. Voilà. Je passe, parce qu'il y a beaucoup de détails. Hein. En plus, ce que l'on voit beaucoup se développer, je voudrais en dire deux mots tout de même, avec l'extension de la saison, c'est l'hyperfréquentation des grands sites et des hauts lieux, des sites remarquables, c'est-à-dire de la surfréquentation. Par rapport à ça, bien entendu, il y a des impacts sur la faune, la flore déterminants, et même sur l'économie locale. Alors on a vu que ça apportait du chiffre d'affaires, c'est vrai, mais il y a des impacts environnementaux qui sont extrêmement forts, à tel point par exemple que la Fédération des réserves naturelles des Pyrénées catalanes interdit systématiquement maintenant les visites en grand nombre dans ces réserves. C'est contingenté. Bon. Et s'il y a dépassement, le préfet en est avisé et les forces de l'ordre sont invitées à intervenir. On en arrive là, hein, c'est intéressant. On sait agir sur les flux, on sait les prévoir et on sait les réguler. C'est pour ça que je vous montre cette diapo. Il y a tout un ensemble de pistes que j'ai listées là rapidement. Je ne vais pas développer parce que je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas le sujet ce soir. Mais on sait réguler à condition de s'y prendre avant et de le vouloir. Quand une collectivité locale, par exemple, ou une vallée se plaint d'une surfréquentation dans un de ces sites, c'est parce qu'elle ne s'en est pas occupée avant. Si elle s'en occupait, on aurait mis en place un système de régulation. Il y a différents types de systèmes de régulation et c'est aux gestionnaires et à la population à décider quel est le système qu'elle souhaite mettre en place. C'est relativement simple, c'est un grand mot, hein. C'est pas très coûteux à mettre en place, on sait faire. Il y a même, on peut même mettre en place des systèmes, comme d'ailleurs on l'a fait avec l'Istia lorsque j'y étais, des systèmes de régulation informatisés pour le parc national de Porquerolles. On a fait ça. La veille, ils peuvent prévoir par un système assez simple à la fois le temps et le nombre de passages qui seront le lendemain. Ils transmettent aux bateaux qui font entrer la population un quota du jour au lendemain.
Et dès que le quota est atteint, ben voilà, vous ne pouvez plus acheter les billets. Comme les billets sont pris en ligne la veille en général, il n'y a pas de fausse attente ni de déception, on sait ce qu'on a droit. C'est ce qui a finalement été adopté à Porquerolles après de nombreuses années de travaux. C'est-à-dire qu'on est tombé à Porquerolles, pour vous donner un chiffre, on est tombé de 15 000 en haute saison par jour, hein, 15 000 à 8 000. Donc c'est tout à fait appréciable pour le milieu naturel. Et c'est ce type de schéma qu'on met en place. C'est très long, hein, il faut 1 an à 2 ans, parce qu'il faut négocier avec, il faut négocier, se concerter avec la population locale, avec les commerçants, avec les artisans, avec les opérateurs, bien entendu, qui en vivent, qui doivent continuer à en vivre de ce tourisme. Et donc mettre en place tout un système d'outils d'aide à la saison. Et on travaille avec les biologistes et les écologues qui veulent bien, parce qu'un certain nombre ne veulent pas, ils ont peur, c'est un peu normal, pour connaître la capacité de charge du site, et parfois c'est tous les 10 mètres, hein, parce que la capacité de charge, elle varie selon le lieu, selon la météo et selon la saison. Donc c'est très compliqué à évaluer, il faut tout un système de capteurs, mais bon, on peut savoir faire. Voilà, ça je vous ai mis là, mais on ne va pas le faire aujourd'hui, on va peut-être pas le développer. Ce que ça veut dire mettre en place ce qu'on appelle un tableau de bord de gestion de la fréquentation touristique, qui se régule un peu comme les grands musées nationaux à Paris, par exemple, régulent leur fréquentation. Voilà. Vous savez que vous devez prendre maintenant votre billet en ligne plusieurs jours avant, et il y a des tarifs dégressifs en fonction des jours chargés, etc. On en arrive là, c'est un peu triste, hein, mais on va en arriver là s'il y a des trop fortes fréquentations dans les hauts lieux des massifs. Donc ça donne ce type de tableau de bord dont dispose le directeur de station pour finalement réguler l'accès le lendemain. Bon, je passe parce que je préfère... ça c'est la diapo de conclusion. Donc un fort intérêt économique et un fort impact également. De la fréquentation. On a des hauts lieux qui méritent d'être valorisés du fait de leur caractère exceptionnel, qui sont d'ailleurs considérés par les clientèles, parce qu'on a fait beaucoup d'études longues, hein, pareil avec entretien d'1 heure auprès des personnes interrogées, etc., sur la manière dont ils considéraient le site d'exception comme patrimoine commun, donc bien commun. Donc ça, c'est quelque chose qui est très perçu par les populations de touristes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qu'ils demandent d'ailleurs de préserver. Après, sur les moyens de préservation, il y a une diversification des réponses, je ne vais pas aller dans le détail, hein. Mais voilà. Donc, pour ce qui est de la valorisation des retombées économiques liées au tourisme en montagne, on commence à bien savoir faire, et notamment là, vous avez une photo du grand site de France, du Canigou, qui a mis en place tout un réseau ici d'éco-compteurs qui permettent d'avoir sur les pistes d'accès dans le temps immédiat la fréquentation des pistes, qui, à condition d'avoir quelqu'un qui s'en occupe derrière, c'est la fréquentation, de calculer finalement l'ouverture, la descente en altitude ou pas de l'accès à la montagne. Je crois bien que je vais m'arrêter là.